Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité de pratiques, diversité de politiques, diversité d'opinions, diversité de religions. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet espace où nous parlons de diversité. On ne saurait aborder ce thème-là seul. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'une personne que vous aurez le plaisir de découvrir. Comme le disait mon grand-père dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Voilà pourquoi je me présente. Je suis Essou Malon et je laisse à notre invitée la possibilité de se présenter elle-même. Bonjour. Bonjour Essouma. Comment vous vous appelez? Donc, Valérie Jutras, coordonnatrice de l'Association pour l'intégration sociale située à la place Rita Saint-Pierre. C'est ici à Victoriaville? Exactement. Wow! Alors, je vais vous poser une question que les gens ont l'habitude de me poser souvent. Vous venez d'où? De Victoriaville. Ah oui? Oui. Vous êtes née à Victoriaville, oui. grandi à Victoriaville? Oui, je suis native d'ici, de la région. Wow! Et si je vous posais la question, c'est quoi la particularité de Victoriaville? Qu'est-ce que tu dirais? Ah, que c'est une ville active. Il y a toujours quelque chose à faire et c'est très, très familial. C'est un bel environnement. Alors, puisque on vous a invité ici pour parler de diversité, oui. Quand les gens disent diversité, là, toi, tu penses à quoi? Je pense à toutes les possibilités de diversité, en fait. Mais bien sûr, je pense certainement aux personnes qui ont une déficience intellectuelle puisque c'est les gens avec lesquels je travaille à longueur de journée. Donc, c'est sûr que c'est une communauté qui est peut-être pas nécessairement marginalisée, peut-être un peu comme les autres, mais quand même, elles ont leurs particularités. Wow. Ça, on va y arriver tantôt. Oui. Mais ici, à Victoriaville, les gens m'ont souvent dit que la diversité était source de problèmes. Est-ce que c'est vrai, ça? Ah oui, que la diversité était source de problèmes. Ouais. Mais évidemment, travaillant avec la diversité, on ne peut que l'embrasser. Le fait d'être tous différents apporte une couleur, apporte une chaleur à une communauté. Ça fait de nous des meilleurs êtres humains de côtoyer des gens différents de nous. Donc moi, je vois pas ça du tout comme une problématique là. Loin de là, c'est plutôt un beau cadeau que peut avoir une communauté d'être diversifié. Ah oui? Oui. Et souvent dans des nouvelles, dans certaines chaînes de télévision, on nous apprend que des gens se battent, se font la guerre parce que ils sont différents les uns des autres, parce que certains prient différemment ou on adore Dieu, un Dieu différemment. Vraiment, vous n'avez jamais toi, tu n'as jamais on se tutoie, hein? Oui, on peut se tutoyer. Toi, tu n'as jamais vu les choses de cette façon-là, sous cet angle-là? Non, et j'ai la particularité de ne pas écouter les nouvelles, malheureusement ou heureusement, parce que ça me préserve en fait de tous ces gestes de violence qu'ont les êtres humains parfois les uns envers les autres. C'est vraiment une chose que je ne comprends pas. Pourquoi on se fait la guerre pour des raisons aussi personnelles que la religion ou l'endroit d'où on vient. C'est complètement absurde pour moi. Ah oui, hein, tu parles là comme quelqu'un qui m'était très proche, c'était mon grand-père. Pour lui, si les humains étaient tous identiques, le monde serait d'une laideur incroyable. Mais oui, évidemment. Il dit que même au sein de la famille, on est différents les uns des autres. Mais c'est vrai. C'est ça qui fait la beauté. C'est vrai, exactement. Tu es parent, Essouma. Ouais. Je suis maman aussi. Ouais. On éduque nos enfants de la même façon. Mais moi, j'ai 2 filles, elles sont complètement différentes. On leur enseigne pourtant les mêmes valeurs, mais non, tout le monde est différent au sein de la famille. Wow. Est-ce que toi, tu as des amis qui sont d'autres communautés? Oui, j'ai des amis plutôt là, dans la diversité, là, au niveau de l'homosexualité, au niveau de transgenre. Donc,
plus à ce niveau-là, mais en fait, je côtoie des gens de tout acabit dans mon métier, puis dans mon quotidien, puis même si c'est pas des amis proches, c'est un être humain que je respecte à la base. Wow. Mais tu permets, Valérie, tu amènes un autre aspect de la diversité, là. Le mot diversité, ça prend beaucoup de sens, hein? Ouais, hein? Souvent, on parle de diversité d'origine, diversité de religion. Là, vous nous amenez sous un autre angle qui est la diversité de genre, de pratiques sexuelles. Exact. Ouais, hein? Exact. Wow. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est super intéressant d'aborder ça sous cet angle. Ici, nous parlons aussi de diversité d'organismes, de diversité d'entreprises. Et ça nous permet aussi de mettre la main sur votre travail. Vous travaillez où? Je travaille à l'Association pour l'intégration sociale. Nous, on intègre dans la communauté des gens qui ont une déficience intellectuelle. Donc, qu'est-ce que c'est une personne qui présente une déficience intellectuelle? C'est une personne qui a un retard intellectuel, donc elle a un quotient intellectuel inférieur à la moyenne, qui a été diagnostiquée par des tests faits par des psychologues. Et ces gens-là, souvent dans la communauté, elles ont besoin de plus de temps pour apprendre. Elles ont de la difficulté à comprendre certains concepts abstraits comme le temps. L'argent, c'est quelque chose de très abstrait pour elles. Donc, nous, on leur permet, en fait, là, en étant une espèce d'ombre derrière elles, j'aime beaucoup cette image-là, quand on fait une activité dans la communauté, de s'assurer que la personne, elle est capable de faire le plus de choses par elle-même, puis nous, on est l'ombre derrière pour venir juste l'aider quand elle a besoin. De soutien. Oui, exactement, de soutien. Wow. Donc, c'est mon travail. Ça, c'est une noble mission, ça. C'est une grande mission. Est-ce que ces personnes sont victimes de discrimination, de formes de discrimination quelque part? Je te dirais souvent que oui. Quand les enfants sont en bas âge, tout va. Les enfants sont, je dirais pas peu nécessairement, mais c'est comme si en grandissant, on est conscient du regard des autres, on a peur parfois du jugement des autres. Donc là, l'intégration sociale est d'autant plus difficile. À partir de l'adolescence, l'intégration est plus difficile pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. De maintenir une amitié avec une personne typique, comme on les appelle, c'est très, très difficile. Donc, à ce moment-là, ils se trouvent marginalisés de par leur déficience intellectuelle. Donc, souvent, ils vont se regrouper ensemble. Ils vont essayer de tisser des liens entre eux, entre des personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Mais de garder le contact, c'est très difficile. Alors que quand ils sont petits, tout est facile. Tout oui, est l'enfance, c'est l'innocence, hein, vraiment. Oui. Ça, c'est quelque chose de spécial. Quand on grandit là, on commence à mettre des clichés, on commence à avoir du jugement. C'est particulier. Ouais. Alors, ces personnes que vous encadrez, est-ce que ce sont leurs familles qui vous les amènent ou bien c'est l'hôpital qui vous les réfère? Comment ça se passe? Ça peut venir d'un proche, parce que même comme parents, c'est difficile de faire face on souhaite tous avoir un bébé parfait, en santé, qui présente aucun syndrome, aucune maladie. Donc, parfois, ça peut être difficile, même si les parents reçoivent de notre information à l'hôpital, ils ont un petit cheminement à faire pour digérer la nouvelle du fait d'avoir un enfant qui est différent. Puis souvent, dans les préjugés qui circulent, là, c'est très difficile de vivre avec une personne qui a une déficience intellectuelle. C'est donc atroce. Donc, ça prend un petit moment là avant qu'elle soit référée chez nous. C'est très souvent le CIUS, de son grand nom, Centre intégré de services de santé et services sociaux, qui nous les réfère là, souvent vers l'âge de 5 ans. Parce qu'en bas de 5 ans, c'est vraiment les intervenantes qui vont faire des suivis à domicile, qui vont travailler avec différents programmes pour vraiment s'assurer que l'enfant développe le maximum d'habileté possible.
Donc, c'est plus vers l'âge de 5 ans que nous, on les voit. Là, c'est quand on doit les intégrer dans les terrains de jeu de la ville. Donc, à ce moment-là, dans les différents sports, en fait. Là. Donc, c'est un petit peu plus à ce moment-là. Alors, votre accompagnement, ça commence d'où et ça va jusqu'où? Ça va dès qu'on nous appelle. Ça m'est arrivé de soutenir des familles qui vivaient des difficultés avec leur petit bébé. Donc, je les ai aidés dans leur cheminement. Puis là, ben, cette personne-là, cet enfant-là grandit. Donc, dans le fond, nous, on est là tout le long de la vie de la personne. Là. On dit que c'est nos services, c'est 0-100 ans. Mais c'est ça. Donc, on a des gens, des parents qui viennent chercher un petit bout d'information, un service pendant une certaine période. Puis après ça, ben parfois, ils nous quittent. Parfois, on en a qui restent membres à notre association toute leur vie, là, pratiquement. Est-ce qu'il faut comprendre que lorsqu'on vous identifiez qu'il y a un enfant qui a une problématique, on vous l'amène et il va passer toute sa vie avec vous, il reste avec vous, vous avez des locaux pour l'héberger? En fait, on a des activités dans la communauté. Donc, selon la programmation, les gens s'inscrivent là, à nos activités. Je prends l'exemple de la petite enfance. Souvent, on est demandé pour des cours de natation. Nous, ce qu'on offre, c'est de payer le frais du sauveteur supplémentaire que ça demande pour permettre à cet enfant-là de bien suivre les cours de natation. Puis le parent, il a seulement à payer le frais de cours comme n'importe quel autre parent parce que ça peut être une surcharge aussi financière pour les parents. On les accompagne dans la communauté comme ça à travers leur cheminement de vie. On a aussi un plateau de travail pour les 21 ans et plus. Donc, on est à mi-chemin entre un centre d'activité de jour et un plateau de travail, c'est-à-dire qu'on a une entente spécifique. On peut faire des petits contrats de travail, exemple comme à la place Rita Saint-Pierre, on va récupérer les cartouches d'encre, on va faire le tri des goupilles, d'attache à pain, on va, avec l'hôpital, on teste les batteries. Donc, quand il y a suffisamment de charge dans la batterie, on les retourne. Sinon, ceux qui sont catégorisés comme pas bonnes, on les envoie à l'éco-centre. Donc, on a des petits ateliers de travail comme ça, mais on ne demande pas la performance, en fait. Donc, si on a un adulte qui arrive, il file pas trop, ben il peut faire plus de l'occupationnel, soit de la lecture, soit des hobbies qui lui conviennent. Et pour toute cette organisation-là, le soutien vous vient d'où? Les financements vous viennent d'où pour s'occuper de tout ce monde-là? Notre financement vient principalement du PSOC, du Programme de soutien aux organismes communautaires, et vient aussi du CIUS, dû à notre entente pour notre centre d'activité de jour. Ouais, c'est nos principaux bailleurs de fonds. Sinon, ouais, on fait des demandes de subventions à différentes fondations. Ici, à Victoriaville, il y a le Comité d'accueil international des voix-francs qui accueille les nouveaux arrivants, les immigrants. Est-ce que ce type de problématique, vous avez déjà identifié ça dans cette communauté de nouveaux arrivants? Est-ce qu'on vous a déjà amené des enfants ou même des adultes qui ont des problèmes? Oui. On a déjà reçu, là, je veux pas me mélanger, mais une famille arabe, puis si c'est pas 2, mais c'est sûr que la problématique de la déficience intellectuelle, je sais pas comment c'est vécu dans les autres cultures. Nous, avant que les gens soient bien intégrés dans la communauté, elles étaient enfermées en institution. Donc, on en a vu quelques-uns, des enfants qui venaient d'autres coins du monde, oui, exactement. Merci, Assouma. Je cherchais le mot. Mais oui, c'est ça, on n'en a pas nécessairement beaucoup là, dans nos membres. Ouais. Wow. Mais on est ouvert. Ouais. Appel à la population. Non, je fais des blagues. Oui, mais je pose la question parce que la sensibilisation, je me dis, la communication, il y en a des parents qui peuvent rester avec un enfant qui a des problématiques et qui peut être aidé par votre organisme, peut-être qu'ils ne savent pas. Oui, exactement.
Oui. Donc, Oui. est-ce que vous avez des programmes, des activités pour sensibiliser la population de façon globale à la déficience intellectuelle? Oui, on a l'habitude de sensibiliser. On rencontre les équipes là, du CIUS, on rencontre les équipes souvent du cégep, des écoles. Souvent, on va faire des tournées pour vraiment démystifier c'est quoi la déficience intellectuelle. Et on remet, c'est sûr, là, sur papier tout ce qu'on peut faire dans la communauté, puis quel soutien on peut apporter aux familles. Donc, c'est ça. On fait majoritairement là, la visite là, des écoles. Alors, est-ce que, Valérie, tu as déjà eu à partir de Victoriaville pour un ailleurs, à l'étranger, où vraiment tu te sens un peu déracinée? Effectivement, peut-être que c'est une problématique d'enracinement, mais je suis bien ici au Québec. J'ai pas nécessairement voyagé beaucoup. Je suis allée une fois dans un tout inclus au Mexique, mais j'ai une bonne amie qui travaille avec toi, Mélanie, qui au contraire, elle a voyagé partout avec un pack-sac, puis aller l'aventure. Elle m'impressionne vraiment beaucoup, puis vraiment, je la trouve courageuse de prendre son sac à dos puis de partir comme ça. Oui, je posais la question parce que, lors de ton voyage au Mexique, par exemple, est-ce que tu t'es sentie déracinée? Est-ce que tu as été en contact avec un organisme qui s'intéresse aux problèmes de déficience intellectuelle? Pas vraiment. Ouais. Non. Non? Non, pas vraiment. Non. Non, hein? Alors, d'où moi je viens en Afrique, c'est vrai qu'on a souvent eu des cas, j'ai souvent vu des cas de personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Mais souvent, ce n'est pas toujours perçu comme avec facilité parce que l'organisation sociale n'a pas assez de moyens, n'a pas assez pensé une structure qui puisse prendre ces personnes-là en charge. Alors, comment est-ce que à l'AIS, vous concevez la déficience intellectuelle? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est pas une maladie? La déficience intellectuelle, c'est un état. Et dans notre façon de travailler, on dit souvent que c'est une paire de lunettes. Oui. Que pour aider la personne à être bien intégrée dans la communauté, on a à travailler sur adapter la communauté, adapter l'environnement pour que la personne soit fonctionnelle. Je donne un exemple. On a un adulte qui veut aller au cinéma, mais au niveau verbal, c'est difficile. Ben à ce moment-là, on peut lui fournir un outil visuel, exemple un imprimé du film qu'il veut aller voir avec de la commande de ce qu'il veut, un popcorn avec tel type de breuvage, pour lui permettre en fait d'être autonome le plus possible. Donc, on s'entend quand la personne va arriver au comptoir, même si elle n'a pas le langage pour identifier le type de film qu'elle veut, dès qu'elle va présenter son outil, la personne devrait comprendre, puis elle devrait être en mesure de bien servir notre personne qui a une déficience intellectuelle, puis elle va être en mesure de faire l'activité comme n'importe qui dans la communauté. Est-ce que la déficience intellectuelle se soigne? Ça ne se soigne pas. Notre quotient intellectuel reste le même toute notre vie. Donc, c'est vraiment en adaptant l'environnement, en utilisant des outils pour permettre à la personne de bien se faire comprendre qu'on réussit à bien l'intégrer dans la communauté. Wow! Bon, maintenant, à supposer que moi, Essouma, j'ai dit je vais travailler à l'AIS. Oui! Je vais devenir employé de l'AIS. Yes. Ah oui, hein? Qu'est-ce qu'il faut? Ça prend quoi? Ben nous, on a de tout type d'employés. Hein. On a des gens qui sont formés à l'université, mais on a aussi des gens de cœur qui vraiment
gravitaient alentour de nous, puis c'est arrivé de leur dire, mais tu sais, t'es à l'aise avec la déficience intellectuelle, t'es à l'aise avec le fait que les gens, parfois, vont avoir des comportements de venir te voir, de te solliciter, de te poser des fois des drôles de questions, parce que souvent, ils ont pas vraiment l'espèce de gêne qui les empêche qui, nous, dans la communauté, nous freine peut-être des fois, là, mais au niveau de la déficience intellectuelle, là, vraiment, elles vont poser les questions comme ça sort, en bon québécois. Puis, donc non, le fait d'être intéressé par la clientèle, le fait d'être sensible à cette clientèle-là, de comprendre, d'être à l'aise, de côtoyer parfois des gens qui salivent, d'accompagner ces gens-là parfois à la salle de bain. Si tout ça est réuni. Oui, hein? Alors c'est justement ce que je voulais savoir entre l'amour, la patience et l'argent qu'on nous paye à la fin de chaque semaine parce qu'on fait un travail. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour travailler avec eux, pour accompagner ces personnes-là? Très certainement, ça prend de la patience parfois, mais ça prend aussi beaucoup de créativité. C'est ce que j'aime dans mon travail, c'est que c'est ça, pour pouvoir les intégrer. Parfois, les outils n'existent pas dans le quotidien. Il faut réfléchir à comment je vais faire pour que cette personne-là elle soit capable de se faire comprendre toute seule. Donc, beaucoup de créativité, mais très certainement l'amour de cette clientèle-là aussi, c'est sûr. Wow. Ouais. Wow. Vraiment, vous faites un noble travail. Vous faites un grand travail. C'est touchant de voir ça. Moi, souvent, quand je vous rencontre avec cette clientèle, cette catégorie de personnes-là, j'ai dit, waouh, comment vous arrivez à faire ce noble travail. Merci, félicitations. Oh, merci. Alors, tout au long de l'échange, oui. Il y a des jeunes personnes qui nous écoutent, qui nous ont suivis. Certainement, ces jeunes personnes ont une ou deux questions à vous poser. Alors, je vais vous laisser avec elles pour qu'elles puissent vous poser leurs questions. Super, merci. Bonjour, mon nom est Cyril Nyapele. Je viens de la Centrafrique, mais du Cameroun. Bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Merci. J'ai écouté l'interview, mais moi j'avais une question. J'aimerais savoir, est-ce que d'après vous, parmi les enfants que vous recevrez, vous avez parfois l'intention que parfois les parents ont honte de leurs enfants, malgré peut-être les maladies ou un truc de ce genre? Oui. Même, peu importe la culture, il arrive que les parents soient gênés. Souvent, ce que je peux entendre des parents, c'est qu'ils vivent de la culpabilité. Ils ont l'impression que parce que leur enfant a une déficience intellectuelle, c'est de leur faute. La maman va se questionner sur des choses qu'elle aurait pu faire ou qu'elle n'a peut-être pas fait pendant la grossesse. Donc, oui, il y a parfois des familles, des parents là, qui ont besoin de juste d'être écoutés pour dire, mais c'est normal. Ouais. Ça arrive de se sentir gêné, d'avoir l'impression de se sentir coupable. Ouais. Okay. Parfois, nous savons, parfois, lorsque nous quittons d'un pays à un autre, il y a des cultures, il y a beaucoup de choses à apprendre. Parfois, il y a des parents qui vivent ce genre de choses ailleurs, hors de leur pays, mais lorsqu'ils arrivent, parfois, il y a beaucoup qui préfèrent s'enfermer à eux. D'après vous, quelle est la solution pour aider ce genre de parents, aider ces enfants à mieux s'adapter à la communauté? Mais probablement de faire davantage de promotion de notre organisation pour que les gens voient qu'on peut leur donner un coup de main sur toutes sortes d'aspects de leur vie, puis qu'on est là vraiment pour les soutenir au maximum dans l'intégration de leur enfant. Merci beaucoup. Parfois, lorsque nous sommes derrière les caméras, nous avons parfois des questions. Lorsque nous arrivons, les questions fuient. Je suis vraiment très content, très honoré de vous poser cette question. Et surtout, je suis très fier. Beaucoup de courage à vous et que la ville de Victoriaville soit la plus meilleure du Canada. Ah oui, merci. Clairement. Merci à toi. Alors Valérie, j'espère que les jeunes ne t'ont pas
tellement embarrassés avec leurs questions. Ah, pas du tout. Mais je reviens avec un ou deux petits détails. Oui. Le premier, c'est celui-ci. Si vous étiez à la place des décideurs, des personnes qui pensent le développement de Victoriaville et sa région, quel est l'aspect sur lequel vous mettrez le premier la main pour que Victoriaville soit le lieu vraiment idéal de vie? Un échange d'informations probablement encore plus élevé. On échange, on se connaît entre ressources, mais tu vois, le fait de discuter avec toi, ça me fait dire, ah, je devrais aller rencontrer l'équipe pour vraiment partager un peu qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut soutenir les familles quand vous en côtoyez ou pour que si jamais il y a des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui utilisent vos services puissent venir dans nos services également. Donc oui, je pense qu'il y aurait ça aussi à faire, encore un meilleur réseautage. Bon, l'AIS, pour rejoindre le personnel de l'AIS ou l'organisme, oui. C'est quoi les coordonnées, c'est quoi le contact? Oui, alors vous pouvez demander Valérie Jutras ou Joanie Charette, qui est qui est mon bras droit, qui est mon adjointe. Donc au 59 rue Montfette, le local 105 à Victoriaville, le code postal G6P1J. 8. Et notre numéro de téléphone, c'est le 758-0574. Donc, puis, si jamais c'est par courriel, direction@commercial.aisbf.com. Vraiment, Valérie, nous vous remercions d'être venue partager ce bout de temps avec nous. Mais merci de m'avoir invité. Beaucoup d'informations super intéressantes. Mesdames, messieurs, vous avez compris qu'il y a des gens qui ont du cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de patience à partager avec cette catégorie de personnes-là qui souffrent de déficience intellectuelle. Ce n'est pas une maladie, c'est ce que nous a appris Valérie cet après-midi, c'est un état. Alors, si vous avez des enfants qui ont un manquement, rapprochez-vous de l'AIS pour l'accompagnement. Nous vous souhaitons de passer de bons moments et à la prochaine. Au revoir.